Africaine, Africain, je vous salue. Malienne, Malien, Aouniké. Deuxième conversation. En ce vendredi 23 juin 2023, je voudrais pendant quelques minutes donner ma réaction à chaud à la suite de la proclamation des résultats officiels du référendum constitutionnel tenu le 18 juin 2023 au Mali. Selon la commission électorale qui vient de proclamer ses résultats, le oui à la nouvelle constitution l'emporte avec 97% des suffrages exprimés face au non qui est contenu à 3% avec un taux de participation de 39,40%. Je répète le résultat tel que je l'ai mémorisé. Le oui à la nouvelle constitution remporte avec 97% des suffrages exprimés au Mali, le non 3% et le taux de participation est de 39,40%. Alors, quelles sont mes premières réactions? Quelles sont mes premières réactions? Je vais, si vous le permettez, déconnecter mes écouteurs pour que vous m'entendiez directement sur le micro parce que je craignais qu'il y ait du vent parce que je suis assis à l'extérieur. Je craignais qu'il y ait du vent et que le vent perturbe le son. Donc, je vais déconnecter les écouteurs et rester là, s'il vous plaît. Je vous rejoins tout de suite. Voilà. Voilà, j'ai déconnecté les écouteurs. J'espère que vous avez un meilleur son. J'ai pris les écouteurs pour éviter le bruit du vent. Maintenant, je les ai déconnectés. Pouvez-vous me rassurer que vous m'entendez bien? Je viens d'écouter les résultats. Dans la première version, on parlait du oui à 97%. Maintenant, d'autres informations me disent même que le oui est monté à 98%. Et de 3% pour le non. Et selon d'autres informations, cela aurait été arrondi d'ailleurs à 2% pour le non. Mais ce n'est pas grave. La différence entre 97 et 98, elle est insignifiante par rapport à la victoire écrasante du oui, à pratiquement aux portes même de 100% des suffrages exprimés. Prenons les chiffres tels que je les ai entendus. J'ai entendu le président de l'autorité électorale tout à l'heure dans sa déclaration, celle qui tourne sur les réseaux sociaux. C'est donc 97 pour le oui, 3% pour le non et 39,40% de taux de participation. Alors, quelles sont mes réactions à chaud? Parce qu'on pourra toujours faire une analyse beaucoup plus détaillée plus tard. Premièrement, je dois souligner ici que ceci est la preuve d'une adhésion massive du peuple malien au gouvernement du Mali Koura dirigé par le président Assimi Goïta et ses compagnons. Pourquoi? Parce que dans un pays qui connaît une déstabilisation massive par le MNLA, par l'État islamique, par Al-Qaïda, une déstabilisation massive depuis maintenant 10 ans. Le taux de participation qui a été obtenu est exceptionnel. On connaît en Afrique des pays qui ne sont pas déstabilisés militairement comme le Mali l'a été pendant ces 10 ans, où le taux de participation a rarement dépassé les 30%. Ça, c'est la première remarque. Pour un pays qui connaît
une période de lutte antiterroriste intense comme le Mali, le taux de participation à pratiquement 40%, donc 39,4%, 39,4% est un taux de participation exceptionnellement élevé. Par conséquent, on peut considérer ce vote du peuple malien comme une preuve tangible de l'adhésion massive de la population malienne à l'action menée par le régime. Je vous invite à aller regarder les taux de participation aux élections dans tous les autres pays africains de taille comparable en période de paix. Vous comprendrez ce que je suis en train de dire. Deuxième élément extrêmement important. Les Maliennes et les Maliens ont manifestement bien compris le bien fondé de la réforme constitutionnelle, du changement constitutionnel qui leur a été proposé. C'est une réforme qui les amène à donner au président Assimi Goïta les moyens de mener la lutte de libération de son pays. Ça, c'est la première chose. C'est une réforme qui réaffirme les principes fondamentaux du pluralisme politique malien, puisque c'est une constitution qui comporte des contre-pouvoirs exceptionnellement importants. C'est une réforme qui permet de montrer que sans l'assistance de l'Union européenne, de l'Union africaine, de la CEDEAO, sans l'assistance du FMI, sans l'assistance de la Banque mondiale, sans l'assistance de la France, ni de qui que ce soit, le Mali et les Africains sont capables d'organiser des élections sérieuses. Ça, c'est le deuxième enseignement. 39,40%. Pas 49. Si j'ai mal prononcé. 39,40%. Donc presque 40% de taux de participation. J'espère que je n'ai pas dit 49. 39,40% de taux de participation. Je vous dis, le taux de participation moyenne dans les élections de pays qui ne sont même pas en guerre en Afrique, il tourne autour de 30%. Avec 39,40%, le Mali réalise une performance exceptionnelle. Mais j'étais déjà au deuxième argument. On a la preuve là que les Africains, et ici le Mali le fait, peuvent organiser des élections sans l'aide de la Banque mondiale, sans l'aide du FMI, sans l'aide des États-Unis d'Amérique, sans l'aide de la France, sans l'aide de l'Union européenne, sans l'aide de l'Union africaine, sans l'aide de la CEDEAO. Un pays africain digne de ce nom est capable d'organiser ses propres élections. Ça, c'est la deuxième leçon. Troisième leçon, à la bataille de la conviction, on a vu s'agiter les représentants du camp du non et qui croyaient faire une prouesse en essayant de contredire et en essayant de démolir ce qui a été construit par la révolution du Malikoura, notamment depuis 2021. Le camp du non a été battu à la régulière. Le camp du non n'a pas convaincu. Ça, c'est la troisième leçon qu'il faut noter. Ils ont eu l'occasion de dire pourquoi ils sont contre la Constitution. Il n'y a pas eu de fraude électorale. Ils ont été battus à la régulière. D'ailleurs, je tiens à vous faire remarquer que tous ceux qui ont revendiqué le non, aucun leader du non ne prétend qu'il y a eu, où que ce soit à travers le Mali, une seule urne qui a été bourrée. Le président Assimi Goïta et ses compagnons n'ont pas fraudé. Voilà pourquoi le président de l'autorité électorale a rappelé que les résultats seront publiés comme tels, bureau par bureau. C'est une manière de lancer un défi à toute Malienne, à tout Malien et à tout intrus présent là au Mali qui prétendrait que ce résultat n'est pas le reflet de l'expression populaire, d'aller prouver ça dans un bureau. Ce sont des élections donc qui sont un test de fiabilité, un test de sérieux, d'objectivité, un test d'honnêteté politique. Le président Assimi Goïta et ses compagnons remportent le test de l'honnêteté politique, de la sincérité politique. Ils ont gagné à la régulière. C'est la troisième leçon. Il y a une quatrième leçon qui est extrêmement importante. J'ai été attentif aux résultats du vote de l'armée. Vous savez, l'armée a voté avant le 18 juin, d'autant plus qu'elle est chargée de sécuriser le pays pendant l'élection.
les autorités maliennes ont eu cette idée très intéressante de faire voter les forces de défense et de sécurité avant la population civile. À l'intérieur de l'armée, l'écrasante majorité des militaires a voté le oui. C'est un signe extrêmement important. Ça veut dire que le référendum constitutionnel a été l'occasion de vérifier la forte cohésion, l'occasion de vérifier l'union puissante des forces armées du Mali, des forces de défense et de sécurité du Mali. Parce que ce vote fort élevé, cette confiance élevée dans les autorités de transition qui s'est exprimée à l'intérieur des forces armées est véritablement le reflet de l'état d'esprit du pays. Ça, c'est ma troisième remarque. L'adhésion forte des militaires, des gendarmes, des policiers, des eaux et forêts, des douanes à la réforme constitutionnelle est un signe de la cohésion et de la cohérence des forces de défense et de sécurité du Mali. Et c'est un signe qui est envoyé non seulement en soutien au peuple, mais c'est un signe qui est envoyé aux ennemis du Mali. À tous ceux qui rêvent d'instrumentaliser tout ou partie de l'armée contre le peuple. Il y a une symbiose entre le vote de l'armée et le vote du peuple. Un alignement parfait. Et ça c'est ma troisième remarque. Je passe à ma quatrième remarque à chaud. Les ennemis du Mali, c'est-à-dire toutes les forces de la France-Afrique sont en transe. Car ils ont voulu instrumentaliser le MNLA, instrumentaliser Al-Qaïda et l'État islamique pour discréditer le référendum constitutionnel. Ils ont mené une campagne de presse énorme dans leurs médias pour dire qu'il n'y a pas eu d'élection à Kidal. Certains sont même allés jusqu'à dire qu'il n'y a eu d'élection nulle part dans le Nord. Mais il suffit, pour ceux qui connaissent le Mali, de leur faire remarquer que les zones qui sont occupées par les terroristes ont vu les populations se déplacer. Et les populations qui se sont déplacées, en se déplaçant pour fuir les terroristes, ne peuvent pas être des populations qui sont favorables aux terroristes. Parce qu'il faut interpréter. Il y a 8 millions d'électeurs au Mali. Il y en a plus de 3 millions qui ont participé, en effet, au référendum constitutionnel. Qu'en est-il des 4,5 millions qui n'ont pas voté? Mais la majorité de ces 4,5 millions est constituée de populations perturbées justement par la déstabilisation terroriste du pays. De populations qui, ne bénéficiant pas de la possibilité de vivre tranquillement dans leur territoire, sont préoccupées par leurs problèmes sociaux, leurs problèmes économiques. Et de populations qui n'ont même pas forcément eu le temps de s'organiser pour remplir les formalités administratives les conduisant à un vote. S'organiser pour retrouver leur bureau de vote. En période où vous êtes sous attaque militaire, sous attaque terroriste, en période où vous avez des problèmes élémentaires pour nourrir votre famille, soigner votre famille, scolariser vos enfants, il faut saluer la bravoure du peuple malien. Ceux qui, dans la propagande de la France-Afrique, veulent faire passer les zones tenues en otage par les terroristes et par les sécessionnistes comme étant des zones majoritaires sont des menteurs. Tout le monde sait très bien que le gros de la population malienne, dans les zones attaquées par les terroristes, a dû se déplacer. Quand on est déplacé de guerre, honnêtement, de vous à moi, est-ce que la première chose qu'on a envie de faire, c'est d'aller voter? Le souci premier d'un déplacé de guerre, c'est de pouvoir se nourrir, c'est de pouvoir se loger, poser sa tête quelque part, c'est de pouvoir se soigner, c'est de pouvoir protéger les êtres les plus vulnérables de sa famille. On peut tout à fait comprendre dans ces conditions-là que cette partie de la population n'ait pas pu participer à l'élection. Non pas parce qu'elle boudait l'élection, mais parce qu'elle est en effet prise à l'étau d'un certain nombre de contraintes que tout le monde peut imaginer comme étant légitimes. Mais il y a des pays qui ne connaissent pas la déstabilisation du Mali, mais où le taux de participation au référendum et aux élections, même présidentielles, ne dépasse pas 30%. Je le rappelle une fois de plus. Donc la campagne internationale qui a été organisée
pour tenter de diaboliser, de salir, de discréditer le référendum constitutionnel malien, elle a échoué. Elle a échoué parce que la paix aidant, la sécurité grandissant, lors des élections de 2024, le taux de participation que l'on va observer sera probablement plus élevé. Et s'il est plus élevé, ce sera un taux de participation qui permettra aux populations maliennes, reconnaissantes d'avoir retrouvé la paix et la sécurité sous le magistère du président Goïta, eh bien, de saluer l'œuvre qu'il a accomplie. Donc, ma quatrième remarque, c'est de dire, ceux qui pensaient pouvoir utiliser les zones aujourd'hui en otage par les terroristes et les sécessionnistes comme étant un argument contre la légitimité du processus référendaire, ils en sont pour leur grade. Le référendum dote le Mali d'une nouvelle constitution qui s'applique de Kidal à Bamako, de San à la frontière sénégalaise, en passant par Mopti. La totalité du Mali est désormais régie par la nouvelle loi fondamentale. Et il appartiendra justement aux forces de défense et de sécurité du Mali, coordonnées par le gouvernement et par le leader malien Assimi Goïta, de faire régner la loi fondamentale du Mali sur tous les 1 241 000 et plus de kilomètres carrés. Enfin, je viens à la cinquième remarque. La cinquième remarque, elle concerne la suite des opérations. Maliennes, Maliens, frères africains, sœurs africaines, ne vous doutez pas un seul instant que cette victoire du peuple malien sera perçue d'un bon œil par ses ennemis. Ils vont redoubler d'ardeur pour empêcher la tenue de l'élection présidentielle de 2024. Je vous le dis et je vous le répète, incontournablement, il y a quelques grandes batailles qui attendent encore le gouvernement, l'armée et le peuple malien avant l'élection de 2024. Je vous le dis à partir d'une conviction intellectuelle, d'analyste politique appliqué à comprendre le Mali contemporain. Je vous le dis en tant que fils de l'Afrique. Une bataille vient d'être remportée par le peuple malien. La guerre ne l'est pas encore. Il va y avoir des événements particulièrement sérieux avant l'élection de 2024. Le peuple malien doit multiplier sa vigilance par 36 000. L'armée malienne, les forces de défense et de sécurité doivent rehausser la cohésion. Le gouvernement du Mali ne doit d'aucune façon baisser la garde. Enfin, ma dernière remarque. Le travail de pédagogie politique du Mali Koura, qui a été admirablement manifesté à l'occasion de ce processus référendaire, ce travail doit se poursuivre avec beaucoup plus d'ardeur. La remarquable communication politique du gouvernement malien doit maintenant redoubler d'ardeur dans l'éducation des citoyens, dans la conscientisation des citoyens, la conscientisation des Maliennes et des Maliens, de l'intérieur comme de l'extérieur, pour que l'année 2024 soit le couronnement de ce retour à l'ordre constitutionnel complet. Enfin, ma septième observation concerne le chantage, le nouveau chantage que j'ai vu. J'ai vu un certain chantage dans la dernière déclaration américaine, appelant au retour en 2024 à un gouvernement civil. Ceci m'a obligé, en tant que chercheur, analyste politique, à étudier l'histoire des États-Unis. Mais les États-Unis, là, ils ont eu pratiquement une cinquantaine de présidents depuis leur fondation, au XVIIIe siècle. Mais enfin, soyons sérieux. Parmi la cinquantaine de présidents des États-Unis d'Amérique, il y en a 25, au moins 25, qui sont des anciens militaires américains. Écrivez ça sous la vidéo là. Mes chers amis, écrivez ça sous le commentaire. Parmi les anciens présidents américains, il y en a au moins 25. Il y en a au moins 25 qui sont des anciens militaires. Donc, comment les États-Unis peuvent vouloir donner une leçon de leadership politique au Mali en essayant de mettre pression sur les autorités maliennes actuelles pour dire que
Il est hors de question que dans le gouvernement issu des élections présidentielles puis législatives de l'année prochaine, il est hors de question qu'il y ait des militaires. D'abord, pourquoi? De quel droit eux ils disent que les militaires ne doivent pas être dedans? Alors que nous voyons des secrétaires d'État aux États-Unis qui sont des militaires. Oui, actuellement là, aux États-Unis, dans le gouvernement américain, il y a des militaires. Le secrétaire d'État américain à la défense, si je ne m'abuse, ce n'est pas un militaire noir américain? Je vous pose la question, hein. Le secrétaire d'État américain, là, actuellement à la défense, ce n'est pas un militaire noir américain? Ce n'est pas un général? Il y a eu 25 militaires qui sont devenus présidents des États-Unis. Écrivez ça en bas. Et parmi ces militaires, quelques-uns parmi les plus célèbres. George Washington, il était général d'armée. George Washington, le président George Washington, il est général d'armée. Il se met en congé de l'armée et il est candidat aux élections présidentielle américaine et il devient président des États-Unis d'Amérique. Le Ulysses Grant, c'est un général d'armée. Il se met en congé de l'armée américaine et il bat campagne et il devient président des États-Unis d'Amérique. Je vous donne les noms. Hein. Vous écrivez George Washington. Quand cette émission finit, vous allez vérifier. Vous tapez sur Google leur propre moteur de recherche et vous regardez, il était général d'armée. Quand vous entendez parler du président Washington, George, général de corps d'armée. Je donne un deuxième nom, parce que ceux-là me sont restés bien en mémoire. Ulysses Grant, le président Grant, général d'armée. Mais au Mali, notre Assimi, il est même seulement colonel, n'est même pas encore général. Vous vous plaignez déjà. Je donne un troisième nom, Harry Truman. Truman, T-R-U-M-A-N. Général d'armée, général de corps d'armée. D'accord? Mais il est devenu président des États-Unis. Alors, la loi malienne dit que si le président Assimi Goïta qui est là, veut être candidat à l'élection présidentielle, il doit démissionner de ses fonctions de membre de la transition et de président de la transition. C'est 4 mois, non? Dites-moi, c'est 4 mois ou 6 mois. J'oublie souvent cette information. Entre 6 et 4 mois, la vérité est dans les deux. Avant la fin de la transition. Je crois savoir même que c'est 4 mois. 4 mois avant la date des élections présidentielles, tout membre de la transition qui veut être candidat aux élections doit démissionner de ses fonctions. Puisque la loi malienne, c'est 4 mois. Merci. Merci de ce rappel. Le nombre de mois m'avait échappé. Non, je crois que c'est 4 mois. Je pense même que c'est 4 mois. Ce n'est pas 6. 4 mois. Voilà. Merci à Las Royce Koïta de me le rappeler. 4 mois. Ok. La loi malienne dit qu'on ne peut pas être à la fois membre de la transition et candidat aux élections. Toute personne de la transition qui veut être candidate aux élections de 2024 doit démissionner de la transition, par conséquent, au moins 4 mois avant la date des élections. Une fois que tu as démissionné de la transition, mais tu n'es plus membre de la transition, donc tu peux être candidat aux élections. Ou bien, les Américains, ils font comme s'ils n'ont pas lu ça. Nous, on est au courant de la loi qu'il y a au Mali. Et je suis certain que pour que Ulysses Grant, général d'armée, soit candidat aux élections aux États-Unis, il lui a fallu quitter l'armée avant les élections. Pour que George Washington soit candidat aux élections aux États-Unis, il lui a fallu quitter l'armée avant les élections. Pour que Harry Truman, général d'armée, soit candidat aux élections présidentielles aux États-Unis, il lui a fallu quitter l'armée avant les élections. Oui ou non? Mais écoutez, moi je vous parle là depuis la France. Et c'est d'autant plus marrant quand les gens parlent la junte, en parlant du Mali. Mais qui a fondé la 5e République française? C'est quelqu'un qui a fait un coup d'État pour renverser Pétain. C'est quelqu'un qui a organisé une rébellion, qui a bénéficié du soutien des Africains, du soutien des Anglais, du soutien des Américains pour renverser le régime de Pétain,
qui avait pactisé avec Hitler. Le général de Gaulle. La 5e République française a été fondée par un putschiste, rebelle, qui a pris le pouvoir par les armes en renversant le régime de Vichy pour des raisons morales et spirituelles légitimes. C'est le général de Gaulle qui a fondé la 5e République dans laquelle nous sommes actuellement en France. Je dis bien général. Général, là, c'est un grade de quoi? C'est un grade de cuisinier ou c'est un grade de militaire? C'est un militaire. Je vous rappelle qu'il était même condamné à mort par contumace sous le régime de Pétain. Si on l'avait attrapé, on l'aurait exécuté au peloton d'exécution. Il aurait été passé par les armes, le général de Gaulle, s'il avait été arrêté. Car ici, en France, là, il était condamné à mort. Il était condamné à mort. Mais il a persisté dans la rébellion. Il a persisté et a réussi le coup d'État. Il a persisté et c'est ce qu'on a appelé, on a réhabillé ça par le concept de résistance. On l'a présenté comme le chef de la résistance, mais parce que ça a réussi. Mais si De Gaulle n'avait pas réussi là, qu'on l'avait attrapé et qu'on l'avait fusillé, on aurait présenté De Gaulle comme un putschiste, un renégat, un traître à la patrie. C'est ce qu'il y aurait dans les livres d'histoire en France. Donc je rappelle aux Africaines et aux Africains, je rappelle aux Américaines et aux Américains, je rappelle aux Françaises et aux Français, à l'opinion internationale, que des militaires ont régulièrement exercé le pouvoir partout ailleurs dans le monde, en se mettant en congé de l'armée et en se mettant à la disposition des mécanismes électoraux républicains. Donc si le président Assimi Goïta veut servir le Mali, comme les élections sont prévues en mars, il a jusqu'au mois de novembre 2023 pour démissionner. S'il veut être candidat aux élections de 2024, il a jusqu'à novembre 2023 pour démissionner et pour se préparer à aller recueillir les suffrages du peuple malien. C'est simple, hein? Moi, j'ai lu la loi malienne. Et ça ne sera rien de nouveau, ça ne sera rien d'étonnant. Et personnellement, je n'y vois aucun mal. Au contraire. Au contraire. Est-ce qu'il est écrit sur le front de quelqu'un que quand il est militaire là, il ne peut pas quitter l'armée pour servir son pays comme président? C'est écrit sur le front de quelqu'un? Ce n'est pas écrit. Donc, je finis par cette 7e idée. Maliennes, Maliens, soyez sereins. Africaines, Africains, soyons sereins. La première étape du retour à la vie constitutionnelle normale, elle est accomplie. Pour la suite, toutes les filles et les fils du Mali qui authentiquement sont engagés dans le Mali Koura, ils ont le devoir de gagner l'élection présidentielle de 2024. Toutes les filles et les fils du Mali engagés dans la révolution du Mali Koura ne vont pas se permettre de laisser ce pays partir à l'aventure, retourner dans les vomissures du passé. Donc, le peuple malien ne va pas jouer avec son destin. Il ne va pas prendre le risque de se retrouver entre les mains d'un renégat. Tous les sacrifices qui ont été consentis par ce peuple, par cette armée, consentis par les dirigeants intrépides du Mali, ils ne peuvent pas être sacrifiés pour faire plaisir à une idéologie démocratique à géométrie variable. Une idéologie démocratique qui ignore sa propre histoire. Et quand j'ai lu le communiqué du département d'État américain, j'ai juste rigolé. Parce qu'il suffit de taper sur les sites d'information du gouvernement américain, l'information « Militaries that governed America. Officers that were president of the United States of America. » Si vous tapez ça sur leur propre site de recherche d'information, la liste apparaît tout de suite. C'est eux-mêmes, c'est sur le site du gouvernement américain que j'ai lu qu'il y a 25 militaires qui ont dirigé les États-Unis d'Amérique comme président. Et c'est sur le site des États-Unis, le site officiel américain, que j'ai lu que George Washington, personnellement, je n'avais pas percuté, je n'ai pas étudié l'histoire de George Washington en particulier. C'est grâce au site officiel américain que j'ai appris que George Washington était un général. Bon, je connaissais déjà le général Harry Truman. Et j'avais déjà lu des ouvrages parlant de Ulysses Grant comme étant un général d'armée. Donc voici des gens qui ont été dirigés par 25 militaires.
25 militaires qui se sont fait élire président de la République et puis qui viennent nous dire alors il faut un retour au gouvernement civil. Oui, le gouvernement sera civil. Mais les militaires, chez nous, comme chez vous, ont le droit aussi d'avoir des fonctions politiques. Qui plus est, la loi dit que les membres de la transition, qu'ils soient militaires ou pas militaires, et qui veulent être candidats en 2024, ben, ils se retirent 4 mois au plus tard avant. C'est tout. C'est ce que nous savons. Et c'est cela que je voulais partager avec vous. Alors, soyons unis en prière. Soyons unis en conscience. Soyons unis dans l'amour pour le grand peuple malien qui est la fierté des Africains. Aidons sincèrement. Aidons honnêtement. Aidons fièrement le Mali à réussir. Parce que sa réussite est celle de tout notre sous-continent d'Afrique noire. Sa réussite fait notre fierté quand nous marchons dans les rues de France, d'Allemagne, les rues d'Amérique, et que nous parlons du Mali. Nous sommes sereins, nous sommes fiers, nous nous sentons valorisés, nous nous sentons guéris de tant de siècles de souffrance et d'humiliation. Vous comprenez? Donc le Mali là, le Mali est une chose et une réalité tellement importante pour les Africains. L'engagement que le Mali est en train d'accomplir est un engagement sacré. C'est une valeur. C'est l'incarnation de notre expérience. On ne va pas jouer avec ça. On ne va pas s'amuser à encourager des gens à livrer le Mali à la logique des marchands du temple. Donc, union des cœurs, union des consciences, union de lutte. Et puisse toute l'Afrique noire s'inspirer de ce que le Mali montre. Puisse le Mali être le laboratoire de notre émancipation totale et collective. Et une fois de plus, félicitations, respect total au grand peuple malien pour les 97% donnés à la constitution du Mali Koura. Ces 97% sont la promesse du plébiscite de l'élection présidentielle prochaine et des élections législatives de l'année prochaine pour la même révolution du Mali Koura, révolution africaine. Soyez bénis. Que Dieu bénisse l'Afrique et la prunelle de ses yeux, aujourd'hui, le Mali. À bientôt. À bientôt à Bamako. J'arrive. J'arrive à San, à Kaï. J'arrive avec vous à Mopti. Je serai à Tombouctou pour les cours de philosophie à l'université de Tombouctou. Je serai là, au cœur de ce peuple, pour continuer d'apporter ma part. Car vous êtes l'expression concrète de ce que nous voulons faire de tout le continent africain. Nous ne vous abandonnerons pas, Maliennes, Maliens, frères et sœurs, braves Africains. Ceux qui ont eu la lâcheté de vous poignarder dans le dos, qu'ils mesurent la chance qu'ils ont de se redresser avant que les opérations ne prennent une autre dimension. Soyez bénis. Merci. Merci à celles et ceux d'entre vous qui avaient partagé cette conversation, qui avaient donné cette conversation massivement. Elle sera rediffusée tout à l'heure sur notre chaîne YouTube, Franklin Nyamsi Wa Cameroun, l'Afrique des libertés. Merci.